Pazzi. Bien, bonjour à tous. Bienvenue exceptionnellement dans cette salle du Conseil où nous avons souhaité mettre la température à 4 degrés pour la vitalité des échanges. Nous dirons donc merci aux services communautaires. D'habitude, ils sont remerciés dans les conseils. Nous devons les remercier. Regardez Bernard. Bernard est déjà dans son igloo. Voilà. Bien. Il est 11 h. Je déclare donc ouverte cette séance du Conseil de communauté. Je vous propose de désigner Madame Séverine Vic. Est-ce qu'elle est là, Madame Vic? Madame Vic est-elle là? Là-bas. Bonjour. Comme secrétaire de séance, pas d'opposition, tout le monde est d'accord, je vous en remercie. Je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre Assemblée, demander à Madame Vic d'assurer cette charge. Je demanderai aux suppléants de se manifester au moment de l'appel du représentant titulaire qu'il remplace. Parfois, ça donne des situations cocasses, mais c'est ainsi la règle. Donc, Madame Vic, c'est à vous pour l'appel. Alors, Madame Catherine Verlinde, Monsieur Léon Devlois, Monsieur Bertrand Ringot, Monsieur Damien Carême, Monsieur Patrice Vergrit, Monsieur David Bayeul, Madame Isabelle Kerkhoff, Madame Karima Benarab, Monsieur Éric Rommel, Madame Monique Bonin, Monsieur Sonny Clincard, Monsieur Franck Dersin, Madame Martine Arlabos, Monsieur Bernard Wesbecker, Monsieur Roméo Ragazzo, Monsieur Francis Bassemont, Monsieur Jean-Luc Darcourt, Monsieur André Henbert, Monsieur Jean Decolle, Monsieur Claude Charlemagne, Madame Florence Vanille, Monsieur Jean-Luc Godeblout, Madame Fabienne Castel, Monsieur Jean-François Montagne, Monsieur Christian Hutin, Madame Laïla Naïdji, Monsieur Jean-Yves Frémont, Monsieur Didier Bikoff, Monsieur Martial Beillard, Monsieur Bernard Monté, Monsieur Yves McClive, Madame Sabrina Kelaf, Monsieur Bernard Faucon, Monsieur Jean-Philippe Titeka, Monsieur Pascal Lequin, Madame Isabelle Marchilly, Madame Isabelle Fernandez, Madame Josiane Algoët, Madame Barbara Bayeul-Rochard, pouvoir, Madame Mélanie Lemaire, Madame Patricia Lessieux, Monsieur Laurent Van Rekem, Madame Martine Coudeville, Madame Annette Disselkamp, Monsieur Régis Douillet, Madame Nadia Farissi, Monsieur Guillaume Florent, Monsieur Guy Lécluse, Madame Marie-Pierre Cavrois, Monsieur Yves Panquin, Madame Stéphanie Perrenne, Madame Catherine Serret, Monsieur Alain Simon, Monsieur Gérard Gourville, présent, Monsieur Michel Tomazek, Monsieur Frédéric Vanille, présent, Madame Alice Varé, pouvoir, Madame Marjorie Éloi, Madame Séverine Vic présente, Madame Joëlle Croquet, présente. Madame Claudine Dusselier, Monsieur Olivier Berthe, présent. Madame Nicole Lustre, Monsieur Jean-Christophe Plaquet, Madame Marilyn Vandenbosch, Madame Claudine Barbier, Madame Laetitia Millois, Madame Martine Fortuit, Monsieur Philippe Emery. Merci Madame Vic, le quorum est atteint, nous pouvons donc délibérer. Depuis maintenant 40 ans, la politique de la ville entend œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés. Et au fil des années et des gouvernements qui se sont succédés, le champ d'intervention de cette politique a abordé des domaines différents. Elle a permis de rénover le bâti, elle a créé des secteurs prioritaires pour l'éducation, elle a défini des zones spécifiques de développement économique, ce qui a donné les ZFU, les ZRU et autres, etc. L'ensemble des mesures prises, appliquées selon une géographie aux contours mouvants, c'est le moins que l'on puisse dire, et trop souvent conduite dans des logiques descendantes, de l'État vers les collectivités le plus souvent, a produit de nombreux résultats.
Aussi positives soient-elles, ces mesures ne sont pourtant pas parvenues à enrayer les inégalités et à recoudre le tissu urbain et social dans des quartiers où la précarité reste forte. La publication récente du rapport Borloo, Vivre ensemble, vivre en grand la République, apporte un nouvel élan à la lutte contre les inégalités et pour le développement de nos quartiers. Il constitue aussi un appel à considérer la politique de la ville de manière transversale et dans une vision plus décentralisée. À quelques jours de la présentation par le gouvernement du plan de mobilisation pour les quartiers défavorisés, il m'a paru essentiel que nous consacrions un temps d'échange sur ce rapport afin que nous puissions notamment adopter une position commune sur l'importance des enjeux pour notre territoire. Les 19 programmes présentés dans ce rapport proposent des mesures dont il convient de discuter ensemble, d'autant que certaines rejoignent des actions déjà engagées au niveau communautaire. C'est pourquoi j'ai souhaité la tenue de ce Conseil de communauté extraordinaire. À l'issue de nos échanges, je vous proposerai que nous adoptions une motion de soutien à ce rapport pour que nous puissions enfin disposer, pour notre agglomération et ses quartiers, d'un plan d'action et de moyens à la mesure des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Je passe donc la parole à Madame Isabelle Kerkhoff qui va nous présenter la teneur du débat aujourd'hui. À vous la parole, Madame Kerkhoff. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur. Alors, effectivement, la politique de la ville est en réalité l'affaire de tous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous mobiliser pour ce rapport Borloo, pour que ce rapport Borloo trouve pleinement sa place et que ses préconisations soient effectivement suivies des faits. Depuis la loi Lamy de 2014, vous la connaissez, c'est la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la communauté urbaine est devenue le pilote de cette politique. Elle coordonne les différentes actions en lien étroit avec les communes concernées et l'ensemble de ses partenaires. Elle porte ainsi une stratégie de développement durable des quartiers en lien avec le projet d'agglomération, afin de favoriser un développement équitable du territoire. C'est là tout l'enjeu. Néanmoins, il ne s'agit pas de nier la réalité. Et les enjeux sont cruciaux et difficiles à appréhender. La concentration des difficultés et la complexité à conjuguer les réponses pourraient refroidir les moins outillés. Ce rapport, déposé par Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, ayant dirigé le premier volet de la rénovation urbaine, apporte des solutions novatrices. Mais avant de vous le détailler, revenons un peu sur les origines de cette politique de la ville. Instaurée avec les premières opérations Habitat et Vie sociale de 1977, la politique de la ville avait pour objectif de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires et de favoriser ainsi la cohésion sociale en développant une intervention publique renforcée dans des quartiers urbains en difficulté. Rénovation et aménagement urbain pour lutter contre la dégradation des cités, requalification de l'habitat, prévention de la délinquance et lutte contre l'insécurité, présence des services publics et développement de la vie sociale, développement économique et aide à l'emploi. Cette politique est interministérielle, contractuelle, territorialisée et additionnelle. 40 ans de politique de la ville ont conduit à un resserrement de la géographie prioritaire, à la co-construction de projets avec les habitants, à la mobilisation des crédits de droit commun en plus de crédits spécifiques, à une évaluation renforcée de cette politique. Mais le resserrement de cette géographie prioritaire a conduit aussi l'État à choisir de nouveaux quartiers au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Grande-Sainte, Îlot des Peintres, Tétéghem pour le quartier de Grotte, Dunkerque pour les quartiers Gentil-Banvert et Saint-Paul-sur-Mer pour les quartiers ouest. Néanmoins, certains de ces quartiers constituent la suite des projets engagés dans le cadre de l'ANRU 1. Certaines communes de l'agglomération sont investies depuis plus de 30 ans dans le cadre de la politique de la ville. Elles ont commencé à travailler dès 1993 avec la communauté urbaine dans le cadre d'un contrat d'agglomération, pour permettre la diffusion de bonnes pratiques ou encore pour porter des sujets au niveau intercommunal. Mais la nécessaire proximité des communes dans le rapport aux associations et aux populations apparaît indispensable sur les thématiques gérées telles que la santé, l'éducation, la culture et encore bien d'autres. Mais l'intercommunalité mobilise quant à elle ses politiques publiques fortes sur l'aménagement urbain ou le développement économique, au bénéfice de ces quartiers. Le contrat de ville de la communauté urbaine de Dunkerque a été signé le 9 juillet 2015 avec un certain nombre de partenaires tels que l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental, les villes concernées, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence régionale de santé, Pôle emploi, la Caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse d'allocation familiale, ainsi que les bailleurs sociaux.
Et notre contrat de ville s'est structuré autour de 6 enjeux prioritaires pour les 6 années à venir. Donc c'était stimuler le développement économique et l'accès à l'emploi des publics les plus en difficulté, agir sur l'attractivité des quartiers et sur l'accès au logement digne pour tous, développer le territoire en associant pleinement ses habitants, dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes, privilégier une approche globale de la santé, promouvoir l'égalité des chances et lutter contre les discriminations. La population issue des quartiers prioritaires représente environ un tiers de la population totale de l'agglomération dunkerquoise. Pour 2018, 60 projets qui s'inscrivaient dans les priorités de ce contrat ont été financés par l'État et la communauté urbaine. À titre d'exemple, je vous en citerai 2. Le projet Esprit d'entreprendre, porté par Entreprendre Ensemble, et le projet Graines de spectateurs, porté par le bateau-feu Seine-Nationale, quand on voit pour l'un, qui puisse permettre pour le premier une acculturation à une culture entrepreneuriale et à l'audace pour mettre en place des projets d'entreprise, et le projet Graines de spectateurs qui emmène tous les enfants de l'agglomération vers la culture. Initiée à la fin des années 70, la politique de la ville présente cependant un bilan contrasté. Alors, fort de ce constat, le président de la République, lors d'un discours prononcé à Tourcoing en novembre 2017, a annoncé qu'il souhaitait un changement de méthode. Il a chargé Jean-Louis Borloo d'une mission sur la politique de la ville, alors que dans le même temps, des mesures spécifiques étaient annoncées, telles que la mise en œuvre d'une police de sécurité du quotidien, la lutte contre la radicalisation, la mise en place d'emplois francs dans certaines métropoles, la lutte contre la discrimination à l'embauche. Jean-Louis Borloo a remis ainsi son rapport « Vivre ensemble, vivre en grand pour une réconciliation nationale » au Premier ministre le 26 avril 2018. Ces conclusions appellent à une réforme d'ampleur de la politique de la ville en faveur des quartiers concernés. Il s'inspire des demandes des élus formulées dans le pacte de Dijon et portées alors par la DCF et France Urbaine pour redonner un véritable élan à la politique de la ville. Ce rapport lance un appel à la mobilisation nationale et propose 19 programmes thématiques adressés à l'ensemble des acteurs, publics comme privés, investis au sein des quartiers. Ces programmes concernent à la fois des politiques essentielles pour la cohésion urbaine, la rénovation, la mobilité, l'éducation, culture, la vie associative, le sport, l'emploi, la sécurité, la justice, la lutte contre toute forme de discrimination, mais dévoile aussi quelques nouveautés, comme le numérique, la lutte contre l'électronisme, la création d'une grande école nationale sur le modèle de l'ENA, la valorisation du rôle joué par les professionnels de l'action sociale et des associations, et puis des actions financées spécifiquement et destinées aux femmes, ou encore la création d'une cour d'équité territoriale qui sera chargée de veiller du suivi des résultats de cette nouvelle politique de la ville. Par ailleurs, ce plan réaffirme la place et le rôle des agglomérations en matière de pilotage de la politique de la ville et met en lumière les actions relatives aux différentes politiques publiques qu'elle pilote. Les mobilités, l'économie, l'emploi, la formation, l'excellence numérique avec la création de 200 campus du numérique, la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, la rénovation urbaine, la lutte contre les discriminations, la sécurité et la prévention de la délinquance. Aujourd'hui, Monsieur le Président, l'action de la communauté urbaine va exactement dans le sens des préconisations de ce rapport. Je ne vous citerai que quelques exemples, et celui qui, à mon sens, est emblématique, c'est le projet des K+ de mobilité, puisqu'il répond à plusieurs actions listées dans le rapport. Inclusion de la desserte des quartiers dans tous les appels d'offres pour les nouveaux transports collectifs, le renforcement des dessertes des quartiers prioritaires, le renouvellement du matériel roulant, ce qui a été fait récemment, et surtout agir sur les tarifs. Je vous le rappelle, concernant le territoire dunkerquois, à compter du 1er septembre, c'est gratuité totale pour tous. À cela s'ajoute aussi une politique ambitieuse en matière de mobilité douce qui se reflète dans les orientations de projets d'espace public, d'aménagement, dans le cadre du NPNRU. Bien évidemment, le développement économique est également mis à l'honneur dans le rapport, puisqu'il constitue l'une des sources d'émancipation des habitants des quartiers prioritaires. Pour cela, nous nous sommes déjà engagés sur le terrain de l'innovation pour trouver de nouvelles réponses afin de développer l'employabilité des personnes issues des quartiers, mais aussi leur donner l'envie d'entreprendre et faire en sorte que ces territoires soient considérés à leur juste valeur. Nous avons engagé différentes démarches. Dans quelques temps, vous verrez la mise en place de la charte entreprises et quartiers, qui constituera un outil de mobilisation des entreprises afin qu'elles puissent mettre en œuvre des actions à destination des habitants des quartiers prioritaires. Ce sera dans le domaine du recrutement, du coaching,
de l'accueil de stagiaires, du mécénat et bien d'autres choses encore, mais je vous les dévoilerai un peu plus tard. C'est aussi grâce à la Fondation Dunkerquois Solidaire, la création d'emplois. Alors aujourd'hui, un peu plus d'1 an après la création de la Fondation, c'est 10 emplois qu'on a créés. Certains directement et d'autres induits par les emplois générés. C'est aussi la mise en place, dans le cadre toujours de la Fondation, d'un système de parrainage, puisque vous le savez, au sein de la Fondation siègent des chefs d'entreprise. Et du coup, ces personnes se sont aussi engagées à accompagner le retour à l'emploi des chômeurs de longue durée sur une période plus ou moins longue en fonction des besoins. Et donc, nous veillons à ce que tout se déroule parfaitement. Quant à la rénovation urbaine, l'objectif du territoire est de faire sortir les quartiers concernés de la politique de la ville à moyen terme. Ces quartiers vont constituer des laboratoires d'innovation et d'exemplarité grâce aux initiatives qui seront développées dans différents domaines. Donc, je vais vous citer quelques domaines, le numérique, l'économie sociale et solidaire, la performance énergétique, le développement d'une filière bois et bien d'autres choses encore. En fait, ces quartiers constituent une véritable opportunité pour apporter de nouvelles solutions au territoire. Ces solutions seront duplicables ensuite sur le reste de l'agglomération. Le nouveau programme national de rénovation urbaine aura des effets importants sur le territoire. Il faut le savoir, c'est près de 1000 démolitions et autant de reconstructions qui sont prévues. Cependant, je me dois de vous dire que ces effets seront véritablement appréhendés lors du prochain mandat, puisqu'il nous reste encore à valider les scénarios d'ici la fin de l'année, à faire valider les scénarios par l'ANRU d'ici la fin de l'année. De plus, les relogements envisagés devront être préparés, même si certains ont d'ores et déjà pu être anticipés. Ces chantiers, bien entendu, sont conduits par des équipes communautaires et communales qui travaillent de concert. Les calages techniques se font par exemple lors des ateliers intersites, les arbitrages politiques lors des comités de pilotage. Le service politique de la ville et la mission NPNRU ont été renforcés pour mieux suivre et appréhender ces thématiques si particulières. S'agissant d'une politique transversale, ils pourront s'appuyer sur l'expertise de leurs collègues des services en charge de la santé, du développement économique et du numérique, par exemple. Néanmoins, l'une des conditions de réussite de ces projets est un changement d'attitude de l'ANRU, qui adopte aujourd'hui une posture un peu trop technocratique, laissant peu de place aux élus locaux lors de l'élaboration des différentes phases du projet. C'est pourquoi la motion qui vous est proposée de voter aujourd'hui invite l'État à faire siennes les préconisations émises par ce rapport, à les mettre réellement en pratique pour un véritable changement de philosophie et d'image de ces quartiers si longtemps stigmatisés. Je vous fais grâce de la lecture de la motion. Je pense que vous avez pu tous en prendre connaissance. Merci Madame Kerkhoff. Le débat est donc ouvert. Il peut porter à la fois sur les enjeux de la politique de la ville, notamment sur le territoire communautaire, mais au-delà bien entendu, sur les rapports Borloo et les préconisations qui sont faites aujourd'hui au gouvernement et sur le projet de motion que vous avez sur vos tables et qui vous est soumis aujourd'hui. Voilà. Qui souhaite prendre la parole? Alors, Monsieur Carême, et j'enregistre les orateurs inscrits. Monsieur Carême, pour commencer. Oui, merci Monsieur le Président. Merci d'avoir organisé cette séance exceptionnelle de notre Conseil de communauté pour soumettre cette motion qui doit remonter au Président de la République parce que celui-ci doit se prononcer sur le plan dit Borloo le 22 mai prochain, donc il y avait urgence à réunir ce Conseil. Et merci aussi d'accompagner de manière aussi volontariste désormais la politique de la ville au sein de la communauté urbaine par le choix des politiques communautaires qui sont faites, notamment en matière de transport. On en parlait avant-hier à Grande-Synthe lors du forum de la transition, mais l'effort en matière de transport est considérable et permet d'accompagner justement toute cette politique de la ville et toute cette rénovation urbaine. Mais c'est le cas aussi en insertion professionnelle et je ne vais pas citer les autres exemples dans lesquels s'investit la communauté urbaine parce que Isabelle, qui porte cette politique et que je dois remercier et féliciter aussi, les a cités dans son propos tout à l'heure. Je vous dire simplement aussi que la ville de Grande-Synthe est donc particulièrement concernée par cette motion-là, puisque la ville de Grande-Synthe, sur l'agglomération dunkerquoise, est celle qui connaît la politique de la ville depuis son démarrage en 1977, puisque les premières opérations ont lieu en 1977
dans le cadre d'habitat et vie sociale. Et ça a consisté, cette première intervention sur le patrimoine, à faire dans chacun des HLM une chambre insonorisée pour que les travailleurs postés d'usineurs à l'époque puissent dormir correctement malgré les postes qu'ils lui faisaient. Ça a été la première intervention sur l'urbain qui a eu lieu à Grande-Synthe dès 1977. Puis la ville a été retenue quelques années plus tard, en 1982, dans le dispositif développement social des quartiers que François Mitterrand avait confié à Hubert Dubedou, le maire de Grenoble à l'époque, faisait partie avec 40 villes en France de cette politique de la ville. Et depuis, elle n'a pas quitté la politique de la ville. Alors, certains prétextent en France, partout, que la politique de la ville a englouti déjà des milliards d'euros et ça n'a servi à rien. L'ensemble des maires qui vivent dans ces villes savent combien la politique de la ville a été précieuse durant toutes ces années. Certes, elle n'a pas tout résolu, et notamment la question de l'emploi, qui est une question fondamentale quand on veut que les personnes accèdent à l'ensemble des services et sortent de l'ornière sociale dans laquelle ils sont parfois. La question de l'emploi n'a pas été résolue à travers la politique de la ville, mais la politique de la ville a permis à ces personnes de vivre dans des conditions d'un minimum de dignité dans leur habitat quotidien, mais aussi de participer et d'avoir une insertion sociale et professionnelle pour les guider vers de nouvelles orientations pour une partie d'entre eux au moins. Ça n'empêche qu'il y a encore énormément de personnes qui sont laissées sur le bord du chemin, d'où l'importance de ce plan qui a été élaboré par Jean-Louis Borloo après l'appel de Grigny lancé par un certain nombre d'associations d'élus au niveau national, dont l'association des maires des villes et banlieues dont je suis président d'honneur, pour lancer une alarme en direction du gouvernement. La politique de la ville a été complètement absente de la dernière campagne présidentielle et nous le regrettons parce que ça concerne quand même 15 millions de personnes dans notre pays. Donc ce plan a été élaboré depuis l'automne 2017 en concertation pleine avec de nombreuses associations d'élus, mais aussi beaucoup d'acteurs de terrain, de spécialistes de la politique de la ville. Et il a été résumé dans le plan que vous connaissez avec ces 19 programmes actions pour lesquels il nous faut partir. Je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Isabelle, juste terminer par trois points qui me paraissent importants de souligner et qu'il faudrait peut-être rajouter ou dans le courrier d'accompagnement de cette motion, mais attirer l'attention du président de la République sur l'exonération possible de ce pacte financier dans lequel on nous a engagés pour les intercos qui ont dans leur périmètre des villes en politique de la ville. Je pense que, compte tenu de l'effort qui est fait financièrement, ça engendrera des dépenses de fonctionnement et qu'on ne peut pas les cadrer dans le cadre du pacte financier. Donc je pense que c'est un point qu'il faudrait rajouter ou accompagner en accompagnant la motion et que l'ensemble du Conseil puisse se prononcer dessus. La deuxième, qui est urgente, c'est la relance immédiate de la rénovation urbaine qui est à l'arrêt depuis 4 ans. Pas un euro a été dépensé depuis 4 ans. L'ensemble des habitants est en souffrance de ces quartiers-là, attend. On les fait patienter avec des études et on redemande de faire des études après les études et on ne s'en sort pas. Je pense que c'est ce qu'Isabelle a dit, qu'il y a une grosse technocratie qui s'est infiltrée au cœur du dispositif en rue qui rend les choses aujourd'hui extrêmement difficiles et qu'il faut absolument redonner la main aux élus locaux ou intercommunaux qui, eux, savent faire et bien faire et vite. Enfin, le dernier point, je pense que c'est un point d'alerte parce que ça nous concerne dans nos quartiers ici sur la communauté urbaine, mais plus largement que ça sur notre intercommunalité, parce que si tous les quartiers ne sont pas en politique de la ville, d'autres aussi connaissent des difficultés sociales, c'est la relance des emplois aidés avec l'aide de l'État qui devrait être portée à 90 voire 95% sur ces nouveaux contrats que sont les parcours emploi-compétences et non plus un financement négligeable tel qu'il est aujourd'hui, parce que ça sert à toutes les associations qui œuvrent à nos côtés à l'insertion sociale et professionnelle des populations sur le territoire, aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine social, que dans le domaine de l'insertion professionnelle. Leur rôle est extrêmement important à nos côtés pour aider toutes ces populations. Voilà, Monsieur le Président, les quelques mots que je voulais dire pour d'abord, j'insiste, vous remercier pour cette motion-là et en appelant de mes voeux que le Président ait le courage politique de décider de vraiment ce renforcement en faveur des quartiers pour en fait une simple équité au niveau de notre territoire national. Merci.
Merci Monsieur Carême. J'ai encore deux orateurs inscrits, Monsieur Bailleul et Monsieur Hutin, donc j'enregistre les candidatures. Monsieur Bailleul, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Tout comme Damien, je souscris pleinement à cette motion qui est importante pour peser à notre échelon territorial sur le choix qui va être déterminant dans quelques jours. D'où l'importance de mener effectivement ces échanges sur un horaire un peu inhabituel à la communauté urbaine. Je reviendrai plus précisément sur un point qui a été ajouté, et je vous en remercie Monsieur le Président, au niveau de la motion proposée. Il s'agit du point, et d'ailleurs Isabelle l'a quelque peu évoqué également, avec une allusion à la forme de technocratique qui peut-être à un moment donné était un peu ou fort présent sur cette politique menée de l'ANRU. C'est qu'effectivement, on ne peut pas s'arrêter à des limites administratives quand on parle de projets de cette envergure. Nous avions ici, sur le territoire du Dunkerquois, une possibilité intercommunale avec Tétéghem et Coudekerque-Branche sur son quartier Petit-Stindam ou Saint-Pierre. Il porte deux noms, dans la motion il est indiqué Saint-Pierre, mais c'est le même endroit, ce sont les mêmes habitants et ce sont les mêmes difficultés rencontrées. Et c'est vrai qu'on peut émettre un regret, qui est d'ailleurs fortement évoqué dans cette motion, émettre un regret sur le fait qu'un seul des deux quartiers a été retenu, alors que justement, on était sur une démarche innovante avec le maire de Tétéghem, Franck Dersin, d'avoir compris qu'on pouvait aller plus loin que nos simples limites communales et comprendre que cet espace géographique et ces foyers de peuplement se ressemblaient beaucoup avec des problématiques proches. Et d'ailleurs, entre les deux, un projet important sur la ferme aux Jésuites qui va relier quelque part ces deux quartiers portés en partie par la communauté urbaine démontre bien qu'on pourrait imaginer même des équipements publics utilisés par les deux quartiers très facilement parce que géographiquement et en termes de liaison douce, c'est très facile à réaliser. Donc un point de remarque évidemment avec ma casquette de maire de Coudekerque-Branche sur le Tétéghem de Grotte retenu et non pas Tétéghem de Grotte plus Petit-Stindam, Saint-Pierre, Coudekerque-Branche non retenu. Il n'en demeure pas moins que la démarche que nous menons à l'échelle de l'agglomération mérite d'être soulignée. Moi, je souscris aussi complètement à cette idée qui doit avancer sur le fait qu'il ne peut pas y avoir un traitement identique en termes de pacte financier ou de dotation de l'État entre les intercommunalités qui vont dans cette politique et qui la portent très fortement et celles qui ne le font pas. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on doit être sur une règle de droit commun en termes de répartition financière et en termes de pacte avec l'État. Vous savez que notre communauté urbaine est complètement concernée par ce pacte financier. Je pense bien évidemment qu'il nous faut avoir les moyens de faire, parce que il y a d'un côté bien sûr l'investissement pour la construction, la déconstruction, les aménagements, mais derrière ça induit automatiquement, on l'a dit, des coûts importants dans le fonctionnement de ces équipements, dans les moyens humains à mettre dans les politiques de proximité de ces quartiers. Et là-dessus, je pense qu'on doit insister fortement sur ce point-là au niveau du gouvernement. Voilà ce que je souhaitais dire, Monsieur le Président. Merci Monsieur Bailleul, Monsieur Hutin et ensuite Madame Marchilly. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. On a une réelle expertise au niveau de la politique de la ville dans cette agglomération, et je tenais à vous remercier de cette tenue exceptionnelle. Ça permet de marquer un petit peu les choses. Pourquoi on a une expertise? D'abord par les hommes. Monsieur le Président, vous avez été membre du cabinet de Claude Bartolone et vous connaissez la politique de la ville. À côté de vous, il y a Damien qui connaît parfaitement par cœur, il l'a rappelé, il est président d'honneur de Ville et Banlieue, mais il connaît vraiment bien ce qu'est la politique de la ville. Et moi, j'invite l'ensemble des Dunkerquois à aller faire un petit tour à la Grande-Synthe pour voir ce que ça peut donner, la politique de la ville, quand on s'y attache et quand on change les choses. C'est extraordinaire. Et je me rappelle d'un sondage de la Voix du Nord, il y a 5, 6, 7 ans, où on posait la question, est-ce que vous aimez la ville de Saint-Paul? Oui, 80%. Est-ce que vous avez envie de vivre à Saint-Paul? Non, 80%. Est-ce que Saint-Paul a changé?
Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé à Saint-Paul? Je suis jamais allé à Saint-Paul. Voilà. Et c'est tout Grande-Synthe, c'est tout Saint-Paul, c'est tout Etteghem de Grotte, c'est tout, c'est la Basse-Ville, voilà. La politique de la ville, c'est pas que les villes qui sont concernées, c'est l'ensemble de l'agglomération. Parce que les gens qui habitent à Saint-Paul, ou qui habitent à Grande-Synthe, habitent à 1 km, 2 km à vol d'oiseau, de Malo, de la Pasturenne. Et si on ne met pas l'argent nécessaire à un moment ou à un autre pour changer la vie, changer la vie est peut-être le plus beau terme qu'on puisse employer, c'est un vieux terme des années 80, changer la vie, eh bien c'est essentiel. Et je tiens à vous remercier, et très sincèrement, je pense que c'est la seule agglomération qui se permet de faire parce que là c'est un conseil exceptionnel, mais c'est un conseil où on sonne l'alerte, quoi. On dit voilà, c'est bien. Et Damien l'a très très bien dit. Je déjeunais avec Gérald Darmanin mardi, qui invitait les députés du Nord. C'est pas parce que j'étais le plus intelligent du monde, il invitait les députés du Nord. Enfin, pas les mecs d'extrême droite et pas les mecs... voilà, bon. Mais moi. Et je lui ai dit, Gérald, le vrai ministre de la Ville, c'est pas le ministre de la Ville, parce qu'il n'y en a pas dans ce gouvernement. C'est le ministre des Comptes publics. Le ministre des Comptes publics est celui qui va nous donner ce qui est possible de faire dans notre agglomération. La politique de la ville, pour moi, ce sont de grandes années, et je parle de Saint-Paul en 95, où il y avait un plan État-région qui était absolument exceptionnel. On en a profité tous les deux, Damien. C'est-à-dire que 90% étaient financés, 50% État, 40% région. Et pour ma part, ce qui était plus difficile que pour Grande-Synthe, il fallait trouver les 10% qui restaient. On a financé à Saint-Paul l'ensemble des équipements qui existent aujourd'hui, qui sont d'un niveau exceptionnel. Et on gardait l'autorité. C'est-à-dire que ce n'était pas une colbertisation de la politique de la ville, ce n'était pas c'était pas Paris qui décidait, c'était encore les maires qui décidaient de ce qu'on allait faire. Deuxième, en rue, celui dont mais tu pouvais parce que tu avais, toi, le foncier qui te permettait de démolir un certain nombre d'immeubles et d'en reconstruire d'autres. Ce qui n'était pas possible à Saint-Paul, ce qui n'est pas possible à Dunkerque, Patrice. On ne pouvait pas. Je ne peux pas démolir. Qu'est-ce que je fais de mes gens, moi? Je les envoie à Grande-Synthe, à Etteghem, à Zuidcote, à Coulter-Village? Non, ce n'était pas possible. Donc le deuxième en rue n'était pas raisonnable, ni raisonné. Le troisième en rue est quelque chose de sérieux. Celui sur lequel on traîne. Et on est manifestement dans le stop and go. C'est-à-dire que, et tu l'as dit très bien, à l'heure actuelle, ça fait 4 ans qu'il n'y a plus rien qui bouge, quoi. Nous sommes allés, Patrice, avec l'ensemble des maires et des vice-présidents concernés, défendre... absolument. On allait défendre, mais comme des élèves, un concours en disant qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on a bien fait des choses, qu'est-ce qu'on est merveilleux, etc. Mais ça fait 2 ans et demi. Et ça fait 2 ans et demi qu'on est passé... voilà... Et on ne voit rien arriver. Et le stop and go est extrêmement dangereux. C'est Verquinder qui disait ça, qui connaît bien la politique de la ville aussi. Il y a un moment où il faut que le gouvernement se décide. Et dans cette réunion exceptionnelle à la communauté urbaine, c'est le moment de dire, bon, ça a été complètement, la politique de la ville a été complètement exclue de la campagne présidentielle. Les quartiers, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé, puis d'un seul coup, on se rappelle que ça existe. Mais alors, le plan Borloo, il est je connais bien Jean-Louis, il date un peu. Dans ce qu'il a fait, Jean-Louis, ça date un peu. C'est un peu la vieille politique de la ville. Par exemple, la sécurité, le sentiment d'insécurité qu'on peut avoir, ça n'existe pas dans ce plan. Les 49 milliards, c'est souvent de la construction, de la démolition. Il n'y a pas que ça dans la politique de la ville. Il y a essentiellement, et je pense que c'est le fonds de participation des habitants, qui est un truc qui a été monté par la région. C'est unique. C'est la région de Nord-Pas-de-Calais qui l'a fait à l'époque. Le fonds de participation des habitants, c'est la chose la plus magique qui puisse exister. Ça devrait être démultiplié. Alors, il reste quoi? Sur Saint-Paul, je ne sais pas, Jean-Pierre Clic pourrait me le dire, mais il doit rester, je ne sais même pas s'il y a 10 000 euros, 20 000 euros qu'on nous donne pour ça. Mais les gens ont vécu
il y a des gens qui sont allés à Paris, qui sont allés à la mer, qui sont allés visiter des choses, qui sont allés... le fonds de participation des habitants, c'est un banc, c'est la démocratie directe. Et il n'y a plus un sou qui est imaginé par ces technocrates parisiens sur la participation et sur la volonté des habitants, sur leur intelligence. Il faut parier sur l'intelligence des gens qui habitent dans les quartiers, parce qu'on a l'impression que ce sont des espèces de barbares qui sont là, des demeurés qui sont... Non mais... c'est terrible d'imaginer ce qui existe aujourd'hui par rapport à la volonté du pouvoir public. Ces gens sont formidables. Il y a des idées exceptionnelles. Et il faut vraiment qu'on leur donne... il n'y a pas que la construction, il n'y a pas que la démolition, il n'y a pas que l'urbanisme, il y a aussi l'humain. Et l'humain, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et Monsieur le Président, je tenais à vous remercier de faire cette... Alors j'espère que cette réunion exceptionnelle du Conseil communautaire aura un écho, parce que c'est la seule qui existe. Hein. C'est la seule. Il n'y en a pas d'autre. Au secours. Mais au secours pour tout le monde. Au secours pour Malo, pour Téteghem, parce que ce qu'on donne à la politique de la ville, c'est ce qui permet à une agglomération de vivre ensemble. Il y a une Saint-Pauloise qui a fait une carrière exceptionnelle, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a plein d'autres. Il y a une richesse dans ces quartiers dont nous sommes issus tous les trois ici, parce que je parle de ceux qui ont été très politiques de la ville. Glacis, Bloc Carnot, Usinor, voilà. Et voilà. Bon, voilà, j'en dis peut-être trop et je suis peut-être trop sincère. Excusez-moi. Mais en tout cas, merci, Monsieur le Président, de dire, de crier très fort, et en espérant que ce soit écouté à Paris, ce que doit être la politique de la ville et ce que doit faire ce gouvernement qui l'a oublié depuis un an. Pardon si j'étais trop... Merci, Madame Marchi. Ensuite, Madame Karkov. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je voulais juste sincèrement apporter un témoignage parce que j'ai la chance, moi, de pouvoir travailler dans un quartier en politique de la ville et au Carré de la Vieille, en étant passé par l'île Gentil et puis d'autres quartiers également. Et vous remercier en effet de ce cri d'alarme et de cette motion qui est présentée aujourd'hui. Et remercier Isabelle pour la présentation de la politique de la ville, pour que chacun comprenne en effet l'histoire, l'historique et les enjeux à l'échelle de l'agglomération. On parle souvent, on identifie les villes ou les quartiers, et en effet, le vivre ensemble, il se fait à l'échelle de l'agglomération et pas uniquement à l'échelle des quartiers qui sont ciblés par les différents dispositifs de la politique de la ville. Et très sincèrement, comme l'a dit Christian, et merci Christian, en effet, il y a des actions concrètes, il y a de l'intelligence dans les quartiers, il y a de l'expertise des habitants qui vivent dans les quartiers prioritaires, et ce n'est pas uniquement de la rénovation urbaine avec des bâtiments et puis de l'amélioration en effet de l'habitat qui est suffisant pour simplement décréter un vivre ensemble. Et on voit que l'ensemble des dispositifs qui peuvent être actionnés ou par les collectivités, ou par les associations et par les habitants, sont indispensables en effet pour que chacun puisse vivre ensemble. Et je le répéterai, je pourrais le répéter plein de fois, parce que ce vivre ensemble a transformé pour les quartiers qui ont eu la chance d'être rénovés et d'être toujours dans ces dispositifs. Il y a une image des quartiers qui change, qui doit encore être changée. Des quartiers qui sont moins dotés aujourd'hui sont toujours en veille. Les problématiques, en effet, notamment les problématiques liées à l'emploi, sont bien existantes, mais elles dépassent évidemment les simples dispositifs de la politique de la ville, mais l'agglomération s'y attelle fortement. Et vous dire que les habitants attendent évidemment toujours beaucoup de l'ensemble des dispositifs, de l'État. Et la présentation de cette motion, la proposition de cette motion apportera aussi un espoir pour les habitants, pour certains quartiers qui attendent en effet depuis quelques années d'être pris en considération. Ça, on le voit, il y a vraiment de l'attente des habitants quand ils voient ce qui se passe dans un quartier voisin qui en effet a été rénové et les impacts
que ces rénovations ont sur les habitants, sur les familles, sur les enfants et sur toute cette notion de vivre ensemble. Il y a urgence en effet à apporter les fonds nécessaires à ces rénovations. Et donc un grand merci. Et moi je suis ravie de pouvoir participer à cette motion, à pouvoir voter cette motion pour le Dunkerquois, pour l'agglomération. Merci. Merci, Madame Kerkhoff. Ensuite, Madame Benarab. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir notamment au nom de TTGM, du quartier de Grotte, puisque je voulais aussi vous signaler que le problème de l'ANRU, c'est qu'on a des quartiers qui sont en ANRU nationale et des quartiers en ANRU régionale, ce qui crée des disparités financières, ce qui crée parfois un sentiment d'injustice. Si je prends l'exemple du quartier de Grotte, que je commence à bien connaître, la grande question, ce sont les coûts financiers. Est-ce qu'on va sur de la réhabilitation? Est-ce qu'on va sur de la démolition? Quand on voit les coûts de réhabilitation aux alentours de 130 000 € pour un appartement, est-ce qu'il est judicieux de gaspiller encore du temps et de l'argent pour aller en réhabilitation quand on peut peut-être tout démolir et peut-être reconstruire mieux et de façon différente avec des matériaux beaucoup plus pérennes dans le temps et beaucoup plus qualitatifs. C'était un des projets, alors je ne sais plus où je l'ai lu, mais en tout cas, on peut aller, et je pense que c'est dans le rapport Borloo aussi, où on va vers un habitat beaucoup plus durable et beaucoup plus qualitatif, et je pense qu'il faut vraiment aussi mettre l'accent là-dessus, parce que c'est important. Par ailleurs, je vais prendre un peu une casquette schéma de mutualisation, Monsieur le Président, si vous le permettez. David évoquait le ridicule de sectionner nos quartiers, de sectionner notre territoire et de dire que la route là, c'est la frontière. D'un côté, vous êtes en ANRU, de l'autre côté, vous n'êtes rien. C'est un peu frustrant, effectivement, pour les habitants, mais pourquoi pas, au titre des mutualisations qu'on a mises en place sur un certain nombre de projets à la communauté urbaine, travailler les quartiers qui sont en ANRU avec les quartiers qui sont juste à côté et qui permettraient de mieux lier, de mieux mailler le territoire. Christian l'a évoqué tout à l'heure, il a parlé de l'humain, et vous le savez, c'est souvent un mot qui revient dans ma bouche, parce que avec mes casquettes numériques, je dis c'est bien les outils numériques, mais il ne faut pas oublier l'humain. Et c'est à ce prix-là qu'on va changer l'image de nos quartiers, qu'on va changer l'image de nos villes, et qu'on va faire en sorte que les habitants d'ailleurs d'autres territoires aient envie de venir sur le Dunkerquois, aient envie d'aller habiter à Saint-Paul ou à Grande-Sainte. Et c'est vrai, ce que Damien a fait à Grande-Sainte, moi j'ai été bluffée, j'ai connu Grande-Sainte lors de mes années lycée, je l'avais dit à Damien, j'ai été bluffée par ce que j'ai vu et par le changement. Aujourd'hui, c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est vers ça qu'il faut aller, et le rapport Borloo peut nous donner les moyens d'y parvenir, parce qu'on va faire les choses en grand. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est peut-être pas nous frustrer financièrement. Quand on évoque les quartiers en politique de la ville et en rénovation urbaine, s'il était juste facile de déconstruire et de reconstruire, ça serait super facile et il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Le problème de ces quartiers, c'est qu'il y a de l'humain dedans et c'est d'abord eux qu'il faut traiter. C'est pour ça qu'on a évoqué lors d'une conférence des maires, je parle pour ceux qui étaient présents, la politique de relogement, ça sera aussi quelque chose qui va nous prendre beaucoup de temps sur les années à venir, parce qu'il ne faut pas se tromper et il ne faut surtout pas se rater là-dessus. Il faut faire les choses bien, tranquillement et sûrement, et pas priver les gens, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est l'inconvénient de l'ANRU, c'est qu'on vous dit aujourd'hui, ce que vous démolissez, vous ne le reconstruisez pas sur place. Ça peut être très très stigmatisant pour les gens, parce que pour beaucoup, Damien l'a évoqué à plusieurs reprises lors de nos copiles, les gens n'ont pas envie de quitter leur ville. Et donc à un moment, il y aura des décisions à prendre. Il y aura forcément, d'ici la fin de l'année, quand on ira en RTP, à se battre pour une reconstruction probable au 1 pour 1, afin de permettre à nos populations de rester là où ils ont envie de vivre, là où ils ont leur bassin de vie, là où ils ont leurs habitudes, leurs écoles. Enfin, j'en terminerai en mettant l'accent également sur les bâtiments collectifs. Quand on recrée un quartier, on vous dit, forcément, il va falloir repositionner votre école, votre centre socio-culturel, votre maison de quartier. Sauf que ça a un coût et ce n'est pas forcément pris en compte selon qu'on est en ANRU national ou en ANRU régional. Donc à un moment, je pense, Monsieur le Président, qu'il va falloir aussi attirer l'attention de l'État sur le fait que sur ces crédits-là qui ne sont pas pris en compte, il va falloir aider les communes qui seront en difficulté et aux besoins. Et je rejoins du coup ce que David évoquait quant au pacte fiscal, peut-être le mettre en avant parce que ce sera un coût supplémentaire également pour la collectivité. Madame Benarab, dernière oratrice inscrite. Merci, Monsieur le Président.
D'abord, vous remercier pour ce conseil communautaire exceptionnel sur la question de la politique de la ville. Tu le disais, Christian, c'est une première et ça prouve vraiment, effectivement, l'importance qu'a cette question et l'importance de tous ces propos qu'on partage ce matin, puisque nous le savons, c'est un bras de fer aujourd'hui. Il y a un véritable bras de fer qui est en train de se jouer pour que ce soit pris en compte à sa juste valeur. J'étais au discours de la politique de la ville du président de la République à Tourcoing. Sincèrement, nous nous sommes dit, il a compris, il va faire quelque chose. Et en plus, il propose à Borloo de travailler sur le plan. Alléluia, allons-y. Je me souviens avoir dit d'ailleurs à Jean-Louis Borloo que j'espère que ce n'était pas que des paroles et qu'il y aurait des actes. Et je me suis d'ailleurs du coup retrouvée au niveau du ministère de la Cohésion des Territoires à défendre des propositions pour l'agglomération dunkerquoise sur la question de la discrimination à l'emploi plus particulièrement. En tout cas, des propositions, il y en a eu. Nous étions avec Isabelle à Roubaix, d'ailleurs, lors du Tour de France de Borloo sur ces questions-là. Nous avons d'ailleurs mis en avant des expérimentations que nous menions sur le Dunkerquois. Et elles ont été prises en compte parce qu'on les retrouve quand on lit le plan. Donc on se dit que vraiment, tout ce qui a été amené par les acteurs, les élus que nous sommes et les acteurs associatifs, car ils ont pris vraiment leur part dans ce plan, ont été mis en avant. Par contre, clairement, quand j'étais au ministère, on a vite compris que les paroles étaient peut-être là, mais que les finances derrière ne suivraient pas spécialement. À chaque fois qu'on avait une proposition un peu innovante, on disait oui, mais il n'y aura pas l'argent là-dessus. Sauf que, et on l'a encore dit au préfet à l'égalité des chances lorsque nous avons signé le contrat, sans argent, sans moyens, on n'arrivera pas à bouger nos quartiers. L'ANRU se fait attendre. Nous avons tous, on est tous sur les starting blocks, on sait ce qu'il faut sur nos quartiers, sauf que derrière, ça ne suit pas. Et je rappelais que si on faisait le compte sur l'agglomération dunkerquoise de ce que ça coûtait par habitant aujourd'hui, le financement que nous avons, c'était 33 € par habitant. Je pense que la politique de la ville vaut plus que ça. Donc, vous remercier vraiment pour cette motion qui est bienvenue et qui, j'espère, sera attendue dans d'autres sphères. Merci. Merci. Plus personne ne souhaite prendre la parole. Ça permet de réveiller. Hein. Simplement, quelques mots après vous avoir remercié pour toutes vos interventions. Et d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christian, puisque dans son propos, il a évoqué l'image des quartiers. J'ai toujours pensé, y compris quand j'étais dans une autre vie au cabinet de Claude Barthelone, que l'image des territoires était probablement le facteur clé de la politique de la ville. Essayez un jour de faire une expérience quand vous partez en vacances ou vous avez l'occasion d'aller à l'étranger. Allez dans n'importe quelle ville du monde et posez cette question à n'importe qui dans la ville. Quel est le quartier défavorisé de votre ville? Vous aurez toujours une réponse dans n'importe quelle ville du monde. J'ai été frappé de voir que même à Oslo, pourtant Dieu sait que le taux de chômage à Oslo est bas, à Stockholm ou dans des territoires qu'on peut considérer, à Édimbourg, dans des territoires qu'on peut considérer comme économiquement prospères, vous avez toujours quelqu'un pour vous dire « Ah oui, ce quartier-là, c'est un quartier à part, c'est un quartier qui ne fonctionne pas comme les autres. » Cette idée même que la politique de la ville est exceptionnelle est absurde. Il y aura toujours sur l'ensemble des territoires, dans l'ensemble des villes, des quartiers qui seront stigmatisés. Et la difficulté pour ces quartiers stigmatisés, c'est que tôt ou tard, avec les logiques de peuplement et les logiques d'habitat, ils finissent par concentrer les difficultés. Parce que quand plus personne ne veut y aller spontanément, eh bien, n'y vont que ceux qui n'ont plus le choix. Et c'est ce qui fait à un moment donné que se concentrent les difficultés sur un territoire plus particulier. Et de là naissent un certain nombre de problèmes, l'accroissement du déficit d'image, mais aussi des problèmes liés à la concentration de la misère ou de la précarité sur un endroit donné. Alors, ce qui est appréciable dans le rapport Borloo, c'est d'abord l'énergie qu'il y a, c'est-à-dire la volonté de transformer les choses, et j'espère effectivement que le gouvernement saura de le prendre. C'est de rappeler aussi qu'il faut d'abord agir sur les populations, c'est-à-dire puisqu'on a une concentration de la difficulté ou de la précarité, la première chose à faire,
c'est évidemment aborder les problèmes de ces populations. Et je suis content de voir dans le rapport Borloo des propositions comme le renforcement de l'accompagnement social dans ces quartiers en difficulté ou de l'accompagnement éducatif. C'est sans doute même pas encore assez bien écrit. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'on insiste davantage sur l'accompagnement social et éducatif des familles qui sont en plus grande difficulté. Sans doute aussi, j'espérais encore plus sur l'insertion professionnelle. 20, 30, 40 ans de chômage de masse en France a, je pense, généré des décrochages forts d'une partie de la population. On était ici rassemblés récemment au comité dédié à la politique de la ville et au contrat de ville, et j'évoquais les taux de chômage, notamment des jeunes dans les quartiers. Quand on voit des quartiers dépasser 60%, j'ai Jean-Marc Guilmer en tête, 60% de taux de chômage des jeunes, quand on arrive à ce type de pourcentage, quand on voit surtout que le taux de chômage de ces quartiers, même quand la France va mieux, même quand le territoire va mieux, ne diminue pas forcément. On sait qu'à l'échelle nationale, il y a eu un certain nombre d'études là-dessus, que le taux de chômage dans les quartiers a baissé en 2016, mais on sait aussi que c'est complètement lié au contrat aidé. C'est-à-dire quand on regarde bien que la conjoncture nationale n'a plus d'impact sur le taux de chômage de ces quartiers, on peut se poser la question du décrochage et de l'importance du décrochage des populations qui s'y trouvent. J'attends du gouvernement une réaction énergique, forte et puissante sur cette question de l'insertion professionnelle. Tu l'as dit, Isabelle, on a fait des choses sur le territoire de Carquois, on a initié des choses à notre niveau, même si on n'a pas la problématique sur l'emploi. Tu as cité la Fondation, c'est directement lié au décrochage. Il nous faudra sans doute, chers collègues, il nous faudra sans doute dans les conseils communautaires qui viennent accentuer les efforts d'insertion, soit pour ceux qui sont en forte rupture par rapport au marché du travail, très éloignés du marché du travail, soit pour ceux qui sont bloqués par des éléments parfois tout bêtes qui peuvent nous permettre d'accélérer leur réinsertion professionnelle. La mobilité, vous savez, dans la politique de la ville, quand j'ai eu l'habitude de faire les quartiers, ces questions de mobilité, d'enclavement de territoire revenaient si souvent. DK+ de mobilité est un exemple énorme, qui plus est avec la gratuité du transport collectif. J'étais la semaine passée à Tallinn. Je puis vous dire qu'à l'échelle internationale, on regarde le territoire avec des yeux comme ça, et je pense qu'effectivement, la dimension sociale et même sociétale de la gratuité du transport collectif est quand même une mesure très très forte en la matière. Il faut quand même rappeler une chose, et là, ce n'est pas le gouvernement actuel, ce sont les gouvernements précédents. Ce type de mesure, ce n'est pas vraiment aidé par l'État. On a eu une mesure liée à un moment donné au THNS, mais la gratuité du transport collectif, que dalle. Les Allemands sont en train de réfléchir justement dans une démarche de lutte contre la pollution de l'air. En France, on est encore loin sur ces questions de mobilité. J'espère qu'il y aura une dimension mobilité dans le plan gouvernemental. Et puis, s'il faut agir sur les populations, je ne vais pas détailler l'ensemble des éléments du rapport Borloo parce qu'ils sont intéressants dans bien des domaines. Il faut aussi agir sur la cause, c'est-à-dire sur l'image. Et donc forcément, là, le projet local, le projet d'aménagement, le projet d'habitat est absolument essentiel. Et c'est là qu'il faut faire confiance aux élus. C'est là que l'ANRU a péché. Et vous savez, au début de l'ANRU, moi, je n'y étais pas forcément favorable à l'ANRU. J'y étais pas favorable pour une question de méthode. L'ANRU, c'est deux choses. C'est d'abord un hold-up sur le 1% logement. C'est un hold-up. Ils ont piqué l'argent du 1% logement et ils ont financé la politique de la ville avec. Là, j'étais d'accord. Quand on pique du pognon, en général, pour le donner sur la politique de la ville, je suis d'accord. Mais il y avait autre chose dans l'ANRU. Cette idée du comité local qui allait évaluer les projets des élus. Cette logique de recentralisation des projets de la politique de la ville. Et si bien que sont revenus des dogmes, comme la démolition, comme dogme de la réparation dans la politique de la ville. C'est dangereux, les dogmes. Surtout que les problématiques des quartiers en difficulté sont spécifiques. Au Marseille, les quartiers nord, c'est pas le Grande-Synthe, c'est pas la Seine-Saint-Denis. Ça n'a rien à voir. Les dynamiques sont totalement différentes. Et si vous voulez vous attaquer aux problématiques d'image et aux quartiers, il ne faut surtout pas de dogme. Et cette recentralisation de la politique de la ville via l'ANRU, a posé problème parce qu'effectivement, on doit passer ces auditions stupides, puisqu'évidemment, on a à justifier de positions en rapport à des dogmes plus qu'à des réalités locales. Il faut faire confiance aux élus locaux
sur ces projets de redynamisation, de transformation d'image de ces quartiers, y compris pour la carte scolaire. Y compris pour la carte scolaire. Nous devons réfléchir sur cette question de la carte scolaire. Il faut retrouver une mixité dans les écoles, il faut retrouver une mixité dans les collèges. Nous devons y réfléchir. Vous savez, nous devons, si on pouvait refaire complètement sur une agglomération le schéma d'implantation des écoles ou des collèges, on le referait avec plaisir. On le referait avec plaisir parce qu'aujourd'hui, les lieux d'implantation d'un certain nombre de collèges ne favorisent pas la mixité. Et encourager la mixité dans les collèges, dans les lycées en général, on y arrive un petit peu, et dans les écoles et dans les collèges, est absolument essentiel. Y aura-t-il un plan d'accompagnement, de reconstruction d'écoles et de collèges dans ce plan? Je l'appelle de mes voeux. Sur l'agglomération de la Carquoise, on a plusieurs projets de déplacement, de transformation, de rénovation d'écoles. J'espère que, y compris dans les quartiers en difficulté, j'espère que ce sera accompagné. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux élus locaux sur cette dimension-là. Vous le voyez donc, je pense qu'on attend aujourd'hui du gouvernement un plan qui s'appuie à la fois sur un soutien aux populations qui sont dans ces quartiers, mais aussi un accompagnement des collectivités locales pour réussir à transformer l'image de ces quartiers, mais aussi améliorer l'accompagnement et l'action sociale en direction de ces quartiers. Je finis juste sur un élément, l'engagement de l'État dans le droit commun. C'est vrai que parfois, ce n'est pas Damien qui me dira le contraire, Christian quand il était maire de Saint-Paul et Jean-Pierre maintenant, ou d'autres qui diront le contraire, parfois on s'est heurté quand même aux institutions nationales. C'est parfois difficile avec l'éducation nationale, c'est parfois difficile avec la justice. C'est parfois difficile, même avec la police, de travailler avec les institutions nationales. Il faut que l'État s'engage aussi sur le droit commun et ses politiques de droit commun. Et on l'attend aussi, je pense, dans ce projet gouvernemental qu'on devrait découvrir très prochainement. En tout cas, je suis quand même satisfait de voir que c'est le président de la République qui porte cette ambition. Ça veut dire qu'il situe bien quand même l'enjeu qui relève de cette politique de la ville. Je vous propose donc de passer au vote de la motion qui est sur vos tables, qui est contre, qui s'abstient. Je vous en remercie, elle est adoptée à l'unanimité. Je l'enverrai bien entendu au président de la République, mais aussi au gouvernement, accompagnée d'une lettre qui reflètera la tenue et le contenu de nos débats aujourd'hui. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous le 28 juin pour notre prochain Conseil communauté. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. Conseil.